La Constitution, c'est une loi qui était là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, dans notre code électoral, à son article 129, les 30% du quota existaient. Et l'an dernier, la session des lois passée, on a eu à réviser le code électoral. Lorsque le code électoral a été révisé, le code a été envoyé à la Cour constitutionnelle. Et à la Cour constitutionnelle, c'est là-bas où la Cour constitutionnelle s'est dit que les 30% sont anticonstitutionnels. Donc, ils ont enlevé les 30%. Et effectivement, nous, les femmes, au départ, on se sentait frustrés parce qu'on pensait au départ que les 30% étaient une discrimination positive. Mais en fait, lorsque la Cour constitutionnelle a eu à supprimer cela, nous avons regardé la Constitution en son article 8, chez nous, dit que nous sommes tous égaux en droit et en devoir. Donc la Cour constitutionnelle avait raison de supprimer les 30%. C'est ce qui a motivé encore, donné courage au Forum des femmes parlementaires de Guinée de s'engager pour la loi sur la parité. Et c'est ainsi que cette proposition a été engagée. On a fait le lobbying au niveau du Parlement et la loi sur la parité a été votée le 2 mai passé. Mais cette loi aussi, vous savez, c'est une loi simple. Il faut que le code électoral prenne en compte cette loi sur la parité, le code électoral qui est une loi organique. Donc aujourd'hui, nous nous battons après la promulgation pour que cette loi soit prise en compte dans le code électoral pour lui donner un peu plus de force. Voilà en fait ce qui s'est passé concernant la loi sur la parité. Et cette loi-là, quelqu'un a posé la question, est-ce que ce sont pour les communales? Non, c'est toutes les listes électives. Et il y a eu des garde-fous qui ont été mises dans la loi. Ces garde-fous, c'est quoi? Toute liste qui ne respecterait pas la parité, c'est-à-dire il faut une liste zébrée, qui ne respecterait pas cette loi, ce sera irrecevable. Toute liste qui ne respecterait pas. Donc les garde-fous aussi sont prises pour que les listes soient respectées, la parité soit respectée. Je vous remercie. Il y a une question qui a été posée par rapport au report des élections législatives. Il faut dire que c'est dû à la révision du fichier électoral. Parce qu'à chaque échéance électorale, il faut réviser le fichier électoral à cause des décès, des rajouts et aussi des découpages. Bon. Autre question qui a été posée aussi par rapport à la source des données économiques. Il faut dire que périodiquement, les différents rapports sont publiés par le ministère de l'économie et finances et du budget en commun accord avec nos partenaires financiers, notamment la FMI. Une autre question a été posée par Honorable Nyambali qui dit que dans le rapport qu'on a satisfait 55 critères. Non, pour une convergence économique au sein de la communauté CEDEAO, il y a 6 critères que chaque pays doit normalement satisfaire. Donc parmi les 6 critères, la Guinée a satisfait 5 critères. On n'a pas dit 55 critères. Le rapport en fait quoi? Merci Madame la Présidente. Et donc on a demandé à l'Union européenne et à l'Union africaine de faire une audit de ce fichier parce que l'opposition estimait qu'il y avait des doublons. Donc cette phase aussi a pris du temps et elle est en train d'être réalisée. C'est un rajout. Deuxièmement, je voulais répondre à la question aussi que Dafé a dû peut-être oublier, c'est que le mandat du chef de l'État, le président Alpha Condé, il a dédié aux femmes. C'est pour ça que lorsque la loi sur la polygamie est venue à l'Assemblée nationale et que le Parlement a voté la polygamie en Guinée, le président Alpha Condé a rejeté la polygamie. Il a rejeté la polygamie. Et il a renvoyé la loi au niveau de l'Assemblée et il a demandé en seconde lecture que sa majorité ne vote pas la polygamie. Parce qu'il a trouvé cette loi, la loi en Guinée, interdit la polygamie depuis les indépendances, depuis 1960. Et il a dit que ce n'est pas sous lui que la polygamie va être votée en Guinée. Et l'autre truc encore, donc ayant dédié son mandat aux femmes, il a dit clairement que la parité va être appliquée en Guinée aujourd'hui. Et donc il a demandé également à sa majorité de voter pour la parité en Guinée. Donc tout ça c'est pour répondre un peu à sa volonté de prôner et de mettre la femme en avant. C'était une parenthèse. Ensuite, je voulais revenir sur la date des législatives.
On a posé la question de dire, est-ce que par décret on peut prolonger un mandat? Vous savez, notre pays, je parle de la Guinée, il y a une cour constitutionnelle qui est au-dessus de tout, qui observe tout ce qui se passe au niveau de la Constitution. Le chef de l'État étant le premier responsable et le garant des institutions. Lorsqu'une institution n'a pas réussi à organiser des élections en temps réel, cette institution indépendante qui est inscrite dans la Constitution, qui s'appelle la CENI, dont le chef de l'État n'a pas le droit de s'ingérer. Elle n'a pas pu, pour ces raisons, à elle, après avoir traversé plusieurs crises et la demande de l'opposition de changer tous les membres. Donc on a renouvelé la CENI, donc c'est de nouvelles personnes qui sont arrivées, il fallait qu'elles se forment, et finalement, il y a eu du retard. Et aussi par le manque d'argent qu'elle n'avait pas eu en temps réel. Donc le chef de l'État a consulté le Conseil constitutionnel qui lui a dit qu'il est le garant des institutions et qu'il peut bel et bien, par décret présidentiel, demander un report d'organisation d'une élection d'une institution. C'est en fonction de ça qu'il a, après avis de la Cour constitutionnelle, qui lui a donné avis favorable, il a promulgué cette loi. Et que l'opposition a accepté, puisque l'opposition siège bel et bien au niveau du Parlement guinéen. Vous n'avez pas entendu qu'elle s'est retirée. C'est qu'elle-même, elle est d'accord avec le principe, il n'y a pas eu de violation de la loi. Et enfin, pour revenir à la fameuse question du troisième mandat qui intéresse beaucoup de gens, pour ça, je voulais vous dire tout simplement, chers collègues, nous savons tous que la souveraineté, en tant que parlementaire, que la souveraineté appartient au peuple. Le peuple est souverain et le peuple est au-dessus de tout dans une nation. Il se trouve que le chef de l'État a été clair. Aucune personne ne peut empêcher le peuple de Guinée d'exercer sa souveraineté comme le stipule notre Constitution. C'est clair. Je reprends les termes de la Constitution. Allons-y pas à pas, on va se retrouver. Allons-y pas à pas. Si vous voulez écouter, vous écoutez. Si vous ne voulez pas, je me tais. Je dis ce que le texte dit. Le peuple de Guinée, le chef de l'État peut consulter, à l'instar du Sénégal, comme ce que le président Ouad avait fait, à l'instar de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État peut consulter son peuple pour écrire une nouvelle constitution. C'est un droit constitutionnel. Ça, nul ne peut le remettre en cause. Ainsi, s'il y a un parti politique qui estime qu'on ne doit pas proposer une nouvelle constitution, c'est que ce parti politique est en contradiction avec ce que la Constitution dit. Alors, il y a une crainte pour la part de l'opposition, je comprends leur crainte. Mais ce qui motive le chef de l'État, c'est deux choses d'abord qu'il ne faut pas oublier. Il y a des insuffisances dans cette constitution qui a été écrite par le pouvoir transitoire militaire et qui a promulgué cette constitution sans que le peuple de Guinée ne vote cette constitution par référendum. C'est un fait qu'il ne faut pas oublier et que je vous dis, ça fait de la Guinée le seul pays au monde doté d'une constitution que le peuple de Guinée n'a pas voté par référendum. Et donc cette constitution ayant assez d'insuffisance, je vais arriver. Les opposants, vous parlez pour rien du tout. Cette constitution ayant assez d'insuffisance, je dis bien assez d'insuffisance, je vais vous en citer la faiblesse des institutions, entre autres, l'incohérence entre la Constitution et le Code électoral. Ça, c'est des faits que nous avons tous remarqués pendant la législature. Et en plus, cette Constitution qui a été promulguée par un chef militaire, qui n'a pas été votée par le peuple de Guinée. Cette Constitution a été promulguée par un conseil militaire, pas par le peuple. Et cette constitution annonçait la mise en place de plusieurs institutions. Le chef de l'État, Alpha Condé, a mis en place toutes les institutions que cette constitution demandait. Après la mise en place de ces institutions, on s'est rendu compte qu'aucune institution n'avait de pouvoir et de contenu. Et donc, ça a amené certains Guinéens, je ne dis pas tous les Guinéens, à demander à ce que l'on puisse aller vers une nouvelle constitution.
Et c'est la liberté aussi de ces Guinéens de demander cela, comme c'est la liberté à un autre Guinéen de dire lui ne veut pas d'une autre constitution. C'est ça le principe démocratique. Et ce principe démocratique se manifeste par une élection ou par un référendum. Comme l'élection présidentielle, c'est une élection organisée par la CENI à laquelle toute l'opposition a participé. Les élections législatives qui ont donné des députés à la mouvance et à l'opposition, tout le monde a participé également. Les élections communales, on a participé. Mais vous voyez, excusez-moi. Non, excusez-moi. Attendez, tout à l'heure, quand j'ai dit, je peux parler. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? Voilà. Tout à l'heure, la première proposition était de 10 minutes. Je dis au cas où des délégations ont des réponses à donner, parce que nous sommes venus pour des préoccupations. Et j'ai mis 5 minutes. Mais quand la personne atteint 5 minutes, moi je vais couper. Non, ils n'ont pas dépassé. Il y reste 1 minute, s'il n'arrête pas, je coupe. Merci Madame la Présidente. Donc pour vous dire tout simplement, il n'y a pas histoire de troisième mandat chez nous, c'est une histoire de révision de constitution. J'ai fini pour cette partie. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est rappeler Honorable Snow qui aime parler d'insécurité en Guinée. Je lui ai fait un cours d'histoire ici, que la Guinée n'a jamais fait de guerre civile, la Guinée a toutes ses institutions, la Guinée est un pays en paix, il n'a qu'à demander aux derniers députés qui sont allés en Guinée, la Guinée n'a aucun problème. Plutôt, je lui demande lui de s'intéresser aux réfugiés libériens qui sont en Guinée, parce qu'on en a beaucoup. Je vous remercie. 10 à 15 minutes maximum. Merci madame. Oui, ok, merci Madame la Présidente. Nous avons enregistré concrètement 4 questions auxquelles nous avons tenté de répondre. Bon, il y a eu d'autres préoccupations, notamment les remerciements et autres. La première question, c'est restauration de l'État libyen. Qu'est-ce que la visite du Premier ministre libyen nous inspire? Moi, je pense que cette question, elle est hautement politique. La Libye n'est pas un pays membre de la CEDEAO. Nous devrons être prudents, nous les députés, par rapport à la question de la Libye. Le Niger est le premier pays concerné par la question de la Libye. Et le président de la République, son Excellence M. Issou Mamadou, l'a dit. Lorsque la guerre était engagée en premier, il a dit les dangers que nous encourons. Donc, la visite du Premier ministre qu'il a commencé en France, nous avons tous suivi. Elle est claire, elle n'est pas partie quémander quelque chose. Il a voulu savoir la position concrète de la France, parce qu'eux-mêmes, ils accusent la France par rapport à ce qui se passe. Donc, ça là, c'est vraiment, ça sort de notre domaine, nous, aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un pays membre de la CEDEAO. Il faut que nous soyons prudents pour ne pas créer des incidents politiques, diplomatiques. Merci. Je pense que ça suffit, on doit arrêter cette question de la Libye. La deuxième question, c'est l'initiative 3N. Si elle est évaluée, son impact sur la sécurité alimentaire. L'initiative 3N, elle est évaluée au niveau de chaque région. Il y a un représentant et l'évaluation est faite. Elle est faite d'ailleurs au niveau de chaque département et on descend au niveau de la région, on fait le bilan complet et on tire les conclusions. L'objectif de l'initiative 3N, en fait, on a bien dit les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ce qu'on cherche, c'est la sécurité alimentaire, c'est l'autosuffisance alimentaire. Voilà ce qui est recherché à travers l'initiative 3N. Et la FAO a soutenu cette initiative parce qu'ils ont constaté que vraiment l'objectif visé peut être atteint si on tient à tous les engagements et si le Niger en tout cas a un soutien international par rapport au financement des différents projets engagés. Est-ce que le processus de la prise en charge de l'aéroport des Zender En fait, l'aéroport des Zender, effectivement, le processus de prise en charge par la SECNA a été engagé en 1990. Vous savez, c'est un domaine que nous ne maîtrisons pas. Bon, heureusement que moi, j'ai vécu à Zender, j'ai géré un peu certains aspects de cet aéroport, mais il y a des aspects techniques, nous ne pouvons que répondre par rapport aux aspects techniques. Il y a d'abord l'environnement au niveau de l'aéroport, c'est des critères qu'il faut respecter, international. Il y a l'état de la piste et il y a les aménagements connexes. Donc tous ces aspects-là n'ont pas été respectés
Et quand il y a eu des investissements conséquents, le Niger a respecté ses engagements, la SECNA a pris ça en charge. Il y a quoi? Activité menée par les parlementaires. Bon, donc je vais laisser Halima répondre à cette question. Merci. Merci Madame la Présidente. Donc la délégation nigérienne remercie les honorables députés qui ont reconnu les efforts que le gouvernement nigérien et le président Mahamadou Issoufou ont fait sur les infrastructures et l'engagement du président Mahamadou Issoufou. On le remercie vraiment beaucoup. Et concernant les activités parlementaires, c'est vrai, on n'a pas signalé ça, on n'a pas pris ça en compte parce qu'on s'est dit que c'est d'office, tout le monde sait qu'on ne peut pas être pendant l'intercession et ne pas faire des activités parlementaires. On a bel et bien fait des activités parlementaires, mais on n'a pas pris ça en compte. Voilà, justement. Merci, Madame la Présidente. Il y a une autre intervention de la délégation nigérienne. Vos préoccupations sont prises en compte par la délégation. On peut donc adopter le rapport. Je reviens sur ce que Mme Niambali a dit par rapport à la situation du Mali et par rapport à son rapport. Nous, au Mali, nous sommes dans un processus de sécurisation, de réconciliation. Et là, nous avons un comité de suivi qui se réunit au moins chaque 3 mois pour évaluer la situation sécuritaire, politique et de vivre ensemble. Donc nous sommes obligés de rendre compte fidèlement des résultats de ce comité de suivi de l'accord. Donc, si le rapport est plus ou moins long, cela s'explique par rapport à la situation. Et d'ailleurs, beaucoup de députés ont déploré le fait que le Mali continue, sa situation sécuritaire continue à se détériorer et que la CEDEAO, d'une manière générale, ne prend pas d'action vigoureuse par rapport à cette situation. C'est vrai, chacun des pays a son contingent là-bas. Nous déplorons les pertes de ces militaires là-bas en longueur de journée et les dernières victimes, c'était des soldats guinéens qui partaient en vacances à Conakry, ont été froidement tués entre la frontière du Mali et de la Guinée. Donc, pour leur paix, nous demandons vraiment que leur âme repose en paix. La sécurité au Mali, il y a les questions sur la sécurité au centre. Effectivement, le rapport l'a dit, la sécurité au niveau du centre s'est totalement détériorée et nous l'avons évoqué par rapport aux communautés. Vous savez, lorsque le Mali a été occupé, les deux tiers ont été occupés en 2012, les différents rapports depuis la précédente législature ont fait cas de cela, les djihadistes ont trouvé un terreau fertile. Des jeunes sans emploi, qu'on appelle là des paysans dégévrés, et c'est dans ça qu'ils ont recruté. Et même une ethnie qu'on appelle les Peuls a eu, qu'on appelle ces djihadistes, a eu un chef djihadiste du nom de Amadou Koufa. Il est du Massina. Et grâce à la linguistique, grâce au chômage des enfants, qu'on appelle au sous-développement, il a pigé parmi l'ethnie Peul et dans d'autres ethnies du centre. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Au nord, aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'attaque. Pour répondre à la question, Gao aujourd'hui est plus fréquentable que la région de Mopti aujourd'hui. Parce que le cas libyen, présentement, a fait que des djihadistes sont en train d'aller vers la Libye, aller combattre encore auprès des milices là-bas. Et là, la région du nord Mali est presque calme parce qu'ils sont répartis. Mais quand il y aura un calme là-bas, ils vont revenir, on va les déverser encore sur nous. Donc, les questions... Président, excuse-moi. Je voudrais demander aux députés, vous avez écouté le rapport des autres, écoutez au moins tout le monde, et puis après on va se quitter. Vous sortez un à un dans la salle, mais qui va écouter? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas parce que vous avez fini de présenter que c'est adopté, vous pouvez partir, mais on est là pour écouter les autres. Faites un effort, je vous prie. Oui, mais faites un effort. Ok, monsieur, madame la présidente, il y a d'abord 3 ou 4 questions. La motion de censure,
les raisons du report, voilà les questions, et puis la prolongation du mandat. Par rapport à la motion de censure, nous l'avons évoqué dans le rapport, le Mali aujourd'hui est dans une situation très difficile. Le gouvernement est resté inerte par rapport à la sécurité au centre. Donc, les députés à l'Assemblée nationale ont jugé nécessaire vraiment, c'est vrai, c'était historique, qu'une majorité dépose une motion de censure contre un Premier ministre de la majorité. Vous l'avez su, malheureusement, la motion n'a pas eu lieu. C'est-à-dire qu'on a déposé la mission, mais le débat n'a pas eu lieu parce qu'il a démissionné. Par rapport à la prolongation des mandats des députés, nous l'avons évoqué dans notre rapport précédent. Nous l'avons dit que le Mali est presque sous perfusion sécuritaire et financière. Et en 2018, les Nations Unies ont pris une résolution sur le Mali pour exiger au Mali d'appliquer intégralement les dispositions de l'accord. Et les dispositions de l'accord, ce rapport l'a dit, relatives aux réformes institutionnelles et politiques, il n'y a eu que 6% d'exécutés, donc les 94% n'ont pas exécuté. Donc il y a une motion de censure, il y a eu une résolution. Ensuite, ils ont signé un pacte. Qu'est-ce que le Mali devait faire? Et on a donné 6 mois au Mali pour réaliser tout cela. Est-ce que le Mali peut réaliser tout, faire des réformes politiques et institutionnelles sans une Assemblée nationale? Donc, on a dit, on va prolonger pour 6 mois, parce que la première évaluation de l'accord et de la résolution se fera le 30 juin. Donc, on proroge de 6 mois pour pouvoir faire la réforme constitutionnelle, les réformes politiques, le découpage administratif qu'on appelle le découpage administratif. Mais malheureusement, à cause de l'inertie du gouvernement, parce que nous avons pris la loi prolongeant en novembre. Novembre plus les 6 mois, déjà il avait 8 mois, le gouvernement avait 8 mois devant lui pour pouvoir faire ces réformes. Mais vous savez, nous sommes sur un terrain politique qu'on appelle là, une situation que le Mali, de poste électoral que le Mali a connu. Nous l'avons évoqué dans le rapport. Donc, les acteurs encore n'étaient pas d'accord par rapport à la démarche de la révision constitutionnelle. Certains ont demandé d'abord qu'il y ait un dialogue inclusif de toute la classe et de la société civile. En ce moment, nous allons partir à la révision. Et c'est ce qui fait aujourd'hui le blocage. Et l'acteur du gouvernement, on a donné la mission de tenir ce dialogue. Ensuite, le comité d'experts déjà a déposé son rapport. Maintenant, on va voir les innovations à apporter dans la Constitution et surtout les dispositions de l'accord qu'il faut mettre dans la Constitution. Et je bondis sur une question par rapport au Sénat. Le Sénat, là, c'est une exigence de l'accord. Parce que nous avons remarqué, le Mali est un grand pays. Les 2 tiers sont occupés par les 10% seulement de la population. Et ça faisait partie des causes de la rébellion. La représentativité de la région, des cadres des régions du Nord dans les institutions de la République. Et ça se trouve dans l'accord de l'Algérie, issu du processus d'Algérie. Donc, il faut obligatoirement qu'il y ait ce Sénat. Et ce Sénat va permettre peut-être de faire représenter des légitimités traditionnelles dans le Sénat. Et là, toutes les communautés se verront au moins au niveau des institutions de la République. C'est une des raisons par rapport à la révision constitutionnelle, par rapport à la création du Sénat. Sinon, nous savons que notre Haut Conseil de collectivité aujourd'hui est une institution formidable qui peut résoudre les problèmes de collectivité, qui peut résoudre les problèmes administratifs. Mais c'est une exigence de l'accord. Voilà les raisons qui ont fait que on doit aller obligatoirement vers une deuxième prorogation. Parce que le Mali ne peut pas vivre sans une Assemblée nationale, sans une loi référendaire votée par une Assemblée nationale. Ça, c'est le chaos. Parce qu'en dissolvant l'Assemblée nationale le 30 juin, on ne pourra pas faire la révision constitutionnelle parce que les textes disent pour qu'il y ait révision constitutionnelle, il faut que la loi soit votée par l'Assemblée nationale. Et ensuite, on l'amène au référendum. S'il n'y a pas de constitution et s'il n'y a pas de parlement, est-ce qu'on peut parler? Donc, c'est pour ça que nous avons dit, pour que toutes ces réformes puissent réussir, il faut encore une deuxième prorogation. Voilà, Madame la Présidente, les questions. Bon, l'âge, il y a quelqu'un qui a posé l'âge du mariage de la fille. Et l'âge se trouve dans le code des personnes, c'est à 18 ans et plus. C'est dans le code des personnes, l'âge de mariage de la jeune fille. C'est dans le code de la famille et des personnes. Donc, nous remercions les députés qui se sont intéressés vraiment à la situation du pays, qui ont fait des observations pertinentes
pour que la CEDEAO puisse prendre en main vraiment la situation de la sécurité. Vous savez, lors de la mise en place du G5, le président Ibrahim Boubacar Keïta a dit, si on ne fait pas en sorte que la digue du Sahel ne cède, lorsque cette digue va céder, c'est toute la région qui sera embragée. Déjà, le cas du Bénin en dit long. Et la digue a presque cédé. Hein? Toute la sous-région est embragée aujourd'hui par les djihadistes. Tout le monde est infiltré. Donc, à bon entendeur, salut, je vous remercie. Et merci, Président Badiaga. Est-ce que le président seul a répondu à toutes les questions? Est-ce que les préoccupations étaient prises en compte? Ok, on vous écoute. À une retraite parlementaire. Et un mandat équivaut à la proportionnelle. Donc, c'est un acquis pour le Mali. L'autre, Sadiq avait souligné un problème, c'est regrettable parce que la seule chose qu'il a remarqué à Bamako, ça veut dire qu'il y a des prostituées qui sont tout au long des pavés. C'est pour dire que ce ne sont pas uniquement des Maliens. Parce qu'il a été vraiment impressionné par le nombre de prostituées qui longent vraiment les pavés. Et ce ne sont pas seulement les Maliens, ça existe dans tous les pays. Il y a les nationaux ainsi que les étrangers. Je vous remercie. C'est les deux questions à qui je voulais répondre. Merci. Le rapport de la délégation malienne est adopté.